Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui à l'église pour vous parler d'étranges morts ou disparitions de prêtres. Il n'a jamais été prouvé qu'elles soient liées et elles se passent à des endroits différents, néanmoins, elles présentent certaines similitudes qui laissent songeur. Le 22 décembre 1981, la femme de chambre du motel Sand and Sage à Odessa au Texas ouvre la porte de la chambre 126 pour y faire le ménage. Elle y découvre un spectacle horrible. Il y a du sang sur les murs, la climatisation est cassée et pend le long du mur, la table de nuit et le lit sont renversés et le cadre de lit est fissuré. Il y a des vêtements, des canettes de bière et des mégots de cigarettes partout. Le téléphone est arraché du mur et la télévision est cassée. Et le pire, un corps nu se trouve face contre terre, les bras attachés dans le dos avec une chaussette. L'homme a été battu à mort. Le problème, c'est que quand il s'est inscrit la veille au motel, il a donné un faux nom ainsi qu'un faux numéro de plaque d'immatriculation. Une autre personne est arrivée dans la chambre voisine vers 21h et n'a rien entendu. Au vu des dégâts dans la chambre, il est impossible qu'il n'y ait pas eu de bruit. L'heure du décès est donc estimée au 21 décembre, entre 20h et 21h. Mais qui est la victime ? Le 25 décembre 1981, les paroissiens de Denver City au Texas sont inquiets. Le père Patrick Ryan, surnommé Père Paddy, n'est pas là pour la messe de Noël. Tout le monde se met à sa recherche, mais force est d'admettre qu'il a disparu. La police est prévenue et le rapport avec le corps trouvé dans le motel est rapidement fait. La victime est bien le père Ryan, qui avait 49 ans. Mais qui a pu tuer cet homme charmant et apprécié de tous ? Le 18 novembre 1982, un homme ivre de 25 ans, James Harry Revos, avoue au département de police d'Albuquerque qu'il a tué le prêtre. Selon lui, le père Paddy l'a pris en autostop la veille du meurtre. Ils ont parlé des origines apaches de James et ont fini au motel, ce qui n'est pas étonnant car les deux hommes avaient parfois des relations intimes. Le père aurait ensuite proposé de l'alcool à James et aurait ensuite abusé de lui de force. Le lendemain, James aurait décidé de se venger. Une fois qu'il a cuvé son alcool, James revient immédiatement sur ses aveux. D'après lui, le 21 décembre, le père l'aurait conduit pour qu'il récupère sa propre voiture. En chemin, ils ont pris un autre autostoppeur. Une fois déposé pour reprendre son véhicule, James a vu Paddy repartir avec l'autre autostoppeur. Mais James finit par être condamné en 1983 à 38 ans de prison pour le meurtre du prêtre. Or, il a reçu une amende pour excès de vitesse à 320 km des lieux du crime et au moment où le père Paddy était tué. En plus, même s'il a des problèmes d'alcool, James n'est pas reconnu pour être violent. Le père Paddy ne semblait pas si innocent que ça. 2 adolescents s'étaient déjà plaints d'avoir reçu des propositions sexuelles de la part du prêtre. James finit par être libéré pour bonne conduite mais pas innocenté. Son avocat, Jeff Blackburn, directeur du projet Innocence à Texas Tech, se bat pour le blanchir une fois pour toutes dans cette affaire. Le 20 décembre 2017 sort le livre The Case of James Harry, écrit par Scott Lomax, et qui est un véritable plaidoyer pour son innocence. Malheureusement, les preuves qui auraient pu contenir de l'ADN ont été détruites 10 ans après le procès. James Otis Anderson est un prêtre épiscopal. Le 13 juin 1982, vers 8 heures, il est aperçu en train de conduire sur l'autoroute 12 à Townsend dans le Montana, en direction de White Sulphur Springs. Il ne se présente pas pour l'office de l'église épiscopale de St. John's et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Son domicile est fouillé et tout semble en ordre. Sa brosse à dents et son rasoir sont toujours là, prouvant qu'il n'avait pas l'intention de partir longtemps. Par contre, son carnet d'adresses et son revolver ont disparu. Sa femme est interrogée et explique que le couple est séparé depuis quelques mois et qu'une instance de divorce est en cours. Comme malheureusement dans beaucoup de cas de divorce, le couple se dispute la garde de leurs 2 enfants. D'après sa future ex-femme, il a depuis un moment un comportement étrange, distant et peu communicatif. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont séparés. En plus de son divorce, il semblerait qu'il ait aussi des ennuis au niveau de son église qui est sur le point de le licencier.
mais on ne connaît pas les motifs de ce renvoi. En octobre 1982, la Volkswagen Sirocco argentée d'Anderson est trouvée dans une zone boisée de Wilkes Gulch, dans les montagnes du Big Belt au nord-est de Towson. Elle avait été si bien cachée qu'elle n'était visible ni des sentiers de promenade, ni des airs. Selon l'épouse d'Anderson, il est mauvais conducteur et ne serait jamais allé se lancer dans ce trajet. Il ne serait pas non plus parti pour disparaître volontairement et n'aurait pas mis fin à ses jours car il aime trop ses enfants. Ses comptes bancaires sont surveillés mais aucun mouvement n'est fait. Des fouilles autour de son véhicule ont permis de retrouver son livre de prière, des lunettes, l'Ancien Testament et une casquette à plus ou moins 800 mètres de la voiture sur une crête qui surplombe Towson, Canyon Ferry Lake et les environs. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le père Reynaldo Riviera est né à Santa Fe au Nouveau-Mexique où il exerce en la cathédrale Saint-François. Le 7 août 1982 dans la soirée, le téléphone sonne à Saint-François. Le père Patrick Gérard décroche et parle avec un certain Michael Carmelo qui demande de l'aide. Il est en voiture avec son grand-père et celui-ci a fait un malaise et pense qu'il va mourir. Il réclame les derniers sacrements. Michael s'est donc garé sur l'aire de repos près de Waldo de l'Interstate 20 afin d'utiliser le téléphone public pour appeler un prêtre. Le père Gérard explique à l'homme que sa vue est trop mauvaise pour conduire la nuit et lui demande de retéléphoner plus tard pour en parler avec le père Riviera. Comme demandé, Michael Carmelo retéléphone et explique la situation au père Riviera qui accepte de lui venir en aide. Carmelo dit qu'il est sur l'aire de repos dans un van bleu. Le père Riviera prend ses affaires et part. Le lendemain, pas de nouvelles du père, ainsi que les jours suivants. Tout le monde se met à sa recherche. Il est très apprécié et serviable. La population veut le retrouver sain et sauf. Malgré tous leurs efforts, le corps du père Riviera est découvert 3 jours après sa disparition dans un champ, à 3 kilomètres de l'aire de repos, où il s'est rendu pour donner les derniers sacrements au grand-père d'un inconnu. Il y a des traces montrant qu'il a eu les mains attachées. Il a été étranglé avec ce qui pourrait être un cintre métallique et il a reçu une balle dans l'estomac. Le FBI se joint à l'enquête pour aider la police locale. Selon eux, le ou les tueurs voulaient que le corps soit retrouvé. Il n'a pas été caché ni enterré, mais simplement déposé dans le champ. Le mobile semble être la vengeance, soit contre cet homme en particulier, soit contre les hommes d'église en général. La berline Chevrolet Malibu de 1974 de couleur marron de la victime a disparu des lieux, mais elle est retrouvée rapidement sur une autre aire de repos près de l'Interstate 40 Grants, au Nouveau-Mexique. Il y a une empreinte de paume à l'intérieur. Le réservoir est complètement vide et le matériel utile pour le rite des derniers sacrements a disparu. La théorie est que la personne qui a pris la voiture a roulé avec jusqu'à ce qu'elle soit à court d'essence. Un homme libéré sur parole est suspecté, mais il a un solide alibi et ses empreintes ne correspondent pas à celles retrouvées dans la voiture. Le coup de téléphone qui a attiré le prêtre n'a certainement pas été donné de l'aire de repos de Waldo, car le téléphone ne fonctionnait pas. Tout cela a bien été prémédité. L'assassin n'a jamais été retrouvé. Le père Benjamin Carrier, 54 ans, appelé le père Ben, est l'aumônier de l'église Our Lady of Light de San Diego en Californie. Il est connu pour l'aide qu'il fournit aux sans-abri, à la réhabilitation d'anciens détenus et pour aider les toxicomanes à se sortir de leur addiction. Il est très intelligent et est professeur de biologie. Il a d'ailleurs reçu le prix Buddy Bishop le 4 juillet 1981 qui récompense les personnes dont la vie est marquée par des contributions exceptionnelles à leur domaine de carrière, à leur communauté et à l'université. Le 8 novembre 1982 à 15 heures, le père Ben s'enregistre au motel El Rancho à Yuma en Arizona. On ne sait pas trop pourquoi il se retrouve dans cette petite ville. Il est possible que comme il se rend à une réunion à El Centro, il se soit arrêté à Yuma pour visiter des amis. La personne qui a inscrit le père Ben dans le registre du motel remarque qu'un autre homme l'attend dans le véhicule. Et il le décrit comme un homme entre 20 et 25 ans de corpulence moyenne. Plus tard dans la journée, le père Ben est vu dans la piscine de l'hôtel avec ce même jeune homme et un autre décrit avec des cheveux bruns mi-longs et la peau claire. Il porte un tatouage à l'avant-bras. Le père Ben a certainement pris ces hommes en stop, ce qu'il fait souvent. Le 10 novembre, il est découvert mort dans sa chambre. Il est nu, face contre terre, les mains attachées dans le dos avec des chaussettes. Il a été étouffé.
Son portefeuille et sa camionnette Toyota ont disparu. Le véhicule est retrouvé 2 jours plus tard à 475 km de Yuma. Il n'y a aucun indice valable dans le véhicule. Un portrait robot des hommes aperçus avec le prêtre est réalisé mais ne donne rien. En 2019, les autorités annoncent avoir une nouvelle piste, mais plus aucune communication depuis. Peut-être aurons-nous les réponses un jour. Le 4 décembre 1982, vers 16 h, à l'église de Sacré-Cœur à Boise dans l'Idaho, un homme se dirige vers un confessionnal. Voyant qu'il est occupé, il va s'asseoir sur un des bancs. À 18 h, des personnes commencent à entrer dans l'église afin d'assister à des funérailles. Grace Lee Byrne remarque l'homme affalé sur le banc. Croyant qu'il avait fait un malaise, elle avertit une autre personne présente pour les funérailles qui est infirmière. Malheureusement, celle-ci ne peut que constater le décès de l'inconnu. De la salive mêlée de sang coule de sa bouche. Un portefeuille est découvert sur lui. Et c'est là que commence le mystère. Dans ce portefeuille, la police trouve 1900 $ et une note disant « En cas de décès, l'argent ci-joint servira pour mes funérailles. Ce qui reste doit être donné pour cette église. Dieu veillera sur votre honnêteté pour ça. » Signé William L. Toomey. Sauf que William L. Toomey n'existe pas. Par contre, l'origine de ce pseudonyme est rapidement trouvée. Il s'agit d'une entreprise, R.J. Toomey, qui fabrique les tenues pour le clergé. Voilà qui est original. D'après l'autopsie, la cause du décès est l'absorption de cyanure. L'homme est venu se donner la mort dans une église sous un pseudonyme provenant d'un fabricant de tenues ecclésiastiques. Le 6 décembre 1982, l'inconnu est inhumé entouré de 200 personnes venues lui rendre hommage. Le cercueil gris de l'homme est recouvert de fleurs grâce à la générosité des habitants de la ville. Le prêtre de l'église du Sacré-Cœur, Thomas Fauché, dédie le service à tous ceux qui sont morts de désespoir et dit « Il est venu pour mourir. Nous ne savons pas qui il est, mais nous venons ici dans la foi pour prier pour lui, qui qu'il soit, et pour prier pour nous-mêmes. » Malgré le fait qu'il s'agit d'un suicide, le travail de la police ne s'arrête pas là. Il faut encore donner un nom à cet homme et prévenir ses proches éventuels. Un portrait robot est diffusé. L'homme est décrit comme un homme blanc, blond avec des cheveux ondulés et des yeux gris. Il est très bronzé et rasé de près. Il a entre 35 et 45 ans, mesure 1,82 m et pèse 80 kg. Il porte une chemise verte foncée à manches longues, un jeans bleu, une grande boucle de ceinture avec une pièce de 100 pesos au centre, une cravate bolo turquoise et argentée, des bottes de cow-boy et une montre de la marque Seiko. La boucle de ceinture est l'élément le plus intéressant car elle est de fabrication artisanale et elle provient du Nouveau-Mexique. Le bronzage de l'homme fait également penser qu'il vient de cette région. Alors qui est-il? Pourquoi est-il venu de si loin se donner la mort dans cette église? Un des policiers qui s'est occupé de l'affaire a dit « Le type a dû faire quelque chose de très grave pour qu'il se suicide. En fait, il s'est condamné à mort. » Jusqu'à présent, on ne connaît toujours pas son identité. Le 21 juillet 1984, les paroissiens attendent en vain le premier sermon du nouveau prêtre de l'église du Sacré-Cœur de Ronan dans le Montana, le père John Patrick Kerrigan, qui a 58 ans. Les gens se rendent au presbytère où loge le prêtre, mais il n'y a personne. Sa disparition est signalée. La veille, il est passé à la boulangerie Deneau sur la 4e avenue, sud-ouest de Ronan après son jogging. Il a discuté avec des paroissiens et leur a dit qu'il allait se coucher. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Le 22 juillet, les vêtements qu'il portait la dernière fois qu'il a été vu sont retrouvés par une femme installant son stand de fruits en bordure de l'autoroute 35 sur les rives du lac Flathead près de Polson. Ils n'ont pas été simplement jetés là mais plutôt déposés intentionnellement. Il y a sa chemise, ses chaussures et sa veste coupe-vent. Sa chemise est tachée de sang et il y a un billet de 100 $ dans la poche. Un cintre métallique déformé et taché de sang est également retrouvé. On pense qu'il a été utilisé pour étrangler le prêtre. Sa Chevrolet brune est trouvée une semaine plus tard à 11 km d'où ses vêtements ont été découverts. Dans le coffre se trouve une pelle tachée de sang et un oreiller également ensanglanté. Quant au portefeuille du disparu, il y a 2 versions. L'une d'elles dit qu'il a été retrouvé avec ses vêtements et 200 $ à l'intérieur, et l'autre dit qu'il a été retrouvé dans le coffre de la voiture avec 1200 $. Il est également possible qu'il y ait eu 2 portefeuilles. Le corps du père Kerrigan n'a jamais été retrouvé. Le 10 mars 2020 paraît le livre « The Disappearance of Father John Kerrigan » écrit par Pete Dove.
Les similitudes entre l'affaire du père Kerrigan et celle du père Riviera sont assez frappantes. L'âge des victimes, leur véhicule semblable, que ce soit par la marque et la couleur, et bien sûr le cintre métallique utilisé pour étrangler les victimes. Les deux auraient-ils été confondus? Le père Kerrigan a été déplacé de paroisse en paroisse avant de passer du temps à la congrégation des serviteurs du Paraclet à Jemay Spring, au Nouveau-Mexique. Et cet endroit est connu pour traiter les prêtres accusés d'abus sexuels. En plus, Kerrigan était ami avec un autre prêtre assassiné, le père James Otis Anderson. Les affaires concernant le père Ryan et le père Carrier ont également des points communs entre elles. Ils ont tous les deux été tués dans une chambre de motel, attachés avec des chaussettes et retrouvés nus face contre terre. Notez que dans plusieurs des affaires, l'asphyxie est la cause de la mort. Pour le père Riviera avec un cintre est découvert dans les affaires du père Kerrigan et Benjamin Carrier a été étouffé. Se pourrait-il qu'ils aient été la victime d'une vengeance de la part de quelqu'un qui a subi des abus de leur part? William Toomey était-il un prêtre qui était impliqué dans des abus ou en avait-il été la victime? Ou bien, en voulant tuer le père Kerrigan, il s'est trompé et a tué le père Riviera. Se rendant compte de sa méprise, il n'a pas supporté d'avoir tué un innocent et s'est donné la mort. Mais cela n'explique pas les autres disparitions et décès, s'ils sont réellement liés. Autre bizarrerie, l'église où Toomey s'est donné la mort était la paroisse du père Thomas Fauché, qui a d'ailleurs procédé à ses funérailles. Eh bien, Thomas Fauché a été arrêté en 2018 pour détention de plus de 2200 images concernant des enfants. Vous imaginez le genre de monstruosité dont il s'agit. Thomas Fauché est décédé en prison en 2020. En 2015, le diocèse d'Helena a publié une liste du clergé qui a été impliqué dans des affaires de mœurs concernant des mineurs. Le père Kerrigan et le père Ryan se trouvent dessus. Il n'y a rien contre le père Riviera et le père Carrier, mais leur diocèse avait 71 accusations d'abus pendant qu'ils y exerçaient. Alors, s'agit-il de crimes isolés sans rapport les uns avec les autres? Certains sont-ils liés? Ou plusieurs tueurs de prêtres sont-ils toujours dans la nature?